Pro patria, pour la patrie. Tous les monuments aux morts nous disent que les soldats se sont battus pour défendre la patrie, c'est-à-dire tout le monde. L'écrivain français Anatole France disait à l'époque « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». Il voulait dire, et il avait bien raison, que c'était déjà, comme aujourd'hui, une guerre économique, une guerre pour le fric. Tout à l'heure, Gérard, qu'est-ce que vous pouvez nous témoigner de ce que vous avez vécu par rapport à cela? Avant de parler de mon vécu, je vais parler d'un autre document qui m'a semblé intéressant d'apporter. C'est la loi de Jules Ferry sur l'enseignement obligatoire, donc de 1882. Ce que comprend l'enseignement, la première des matières, l'instruction morale et civique. C'est l'instruction morale et civique, c'est pas les mathématiques ou le français, d'accord? Dans les matières qui sont à enseigner, donc enseignement obligatoire, je note deux choses. Pour les garçons, les exercices militaires. Pour les filles, les travaux à l'aiguille. Et tout est dit, hein. 1882, c'est la loi de l'enseignement obligatoire de Jules Ferry, la fameuse. Morale et civique, vous voulez dire qu'il s'agissait plutôt de propagande que de connaissances effectives, c'est cela? Oui, à l'époque, oui. Oui, bien sûr. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique n'ont pas arrêté de dire qu'elles se défendaient contre une agression allemande. Mais quand on regarde l'ensemble des faits historiques de la période, on voit que c'est juste une excuse. Et la preuve, c'est qu'en 1898, il y a déjà failli y avoir une grande guerre entre la Grande-Bretagne et la France. Ça se passait à Fashoda, au Soudan, qui est un pays stratégique pour contrôler le Nil, donc l'Égypte, donc le canal de Suez et l'accès aux colonies d'Asie. Et l'affrontement, c'était entre le projet colonial français de contrôler l'Afrique d'ouest en est, de Dakar à Djibouti, en contradiction avec le projet britannique de contrôler l'Afrique du nord au sud, du Caire au Cap. Alors, la question c'est pourquoi tout d'un coup les alliances se renversent. Au départ, la Grande-Bretagne, elle est surtout en opposition avec la France et la Russie. Et la raison, c'est que la France et la Russie essayent de lui prendre le contrôle de son empire des Indes, qui lui rapporte des fortunes. Mais petit à petit, les dirigeants britanniques se rendent compte que ce qui est surtout dangereux pour eux, c'est l'Allemagne, dont l'économie s'est beaucoup renforcée ces dernières années, qui a créé une flotte militaire qui fait concurrence à la Royal Navy. Et il est clair que la flotte, c'est l'instrument numéro 1 pour dominer le monde. Et donc les dirigeants britanniques sont en train de se dire que finalement c'est l'Allemagne qui est plus dangereuse pour eux et qu'il faut renverser les alliances. D'autant plus que l'Angleterre n'a pas une grande armée, la France suit, la Russie également, et donc la Grande-Bretagne a besoin de ces soldats français comme chair à canon dans le conflit auquel tout le monde se prépare. Le 27 avril 1915, Jean-Corentin Carré devient le plus jeune poilu de France. Dans une lettre à son instituteur, cet enfant soldat revient sur les raisons de son engagement. Je ne pourrais pas vivre sous le joug de l'ennemi, et c'est pourquoi je suis soldat. Eh bien, ce sentiment de l'honneur, c'est à l'école que je l'ai appris, et c'est vous, mon cher maître, un de ceux qui me l'ont enseigné. Je souhaite que tous les petits écoliers comprennent les leçons qui leur sont données, de la même manière que je les ai comprises. L'itinéraire de ce jeune homme qui avait à peine 15 ans quand il s'est engagé en mentant sur son âge, eh bien, apparaît comme un modèle. On le présente comme un modèle aux enfants. Ce que dit Jean-Corentin Carré, c'est « Je devais faire mon devoir. Vous m'avez appris l'honneur. Je ne peux pas vivre sous le joug d'un pays étranger. » Et cela, tous les enfants de France pourraient le dire. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Français ont fait leur devoir, ont eu le sentiment d'accomplir leur devoir en se battant entre 1914 et 1918, en donnant leur sang, en versant leur sang pour la France, parce qu'ils ont en quelque sorte accompli ce qu'on leur avait appris, accomplir son devoir, être prêt à verser son sang pour la France. Mais si toutes les puissances coloniales se ruent sur l'Afrique, comment est-ce qu'on partage les colonies ? Par la violence militaire, par la force des armées. Évidemment, c'est emballé dans une jolie propagande, comme sur ce monument. L'héroïsme militaire belge anéantit l'arabe esclavagiste. Avec le temps, on a enlevé l'arabe parce que c'était vraiment trop hypocrite.
Le colonialisme européen, ça a été le plus grand esclavagisme de l'histoire. Et le partage des colonies va se faire à la conférence de Berlin en 1885. Toutes les grandes puissances européennes se partagent le gâteau. Bien entendu, on n'a invité aucun Africain. La Grande-Bretagne rafle le gros morceau, près de 5 millions de kilomètres carrés. La France, 3,5 millions. L'Allemagne, seulement 1 million. Et ça, c'est une cause fondamentale de 14-18, c'est que l'Allemagne, qui maintenant a une économie plus développée, une armée aussi plus développée, eh bien, elle dit on va repartager le gâteau, j'ai pas eu assez. L'élite européenne a propagé, a encouragé le nationalisme. Et tragiquement, cela a causé des problèmes au sein même du mouvement ouvrier et des socialistes européens, qui ont commencé petit à petit à devenir des nationalistes. Et en 1914, la grande tragédie était qu'ils sont partis pour défendre la patrie et non pas les intérêts de leur classe. Parce que leurs dirigeants leur ont dit, c'est vrai, il faut défendre la patrie, alors il faut faire la guerre contre nos camarades de l'autre côté, français contre allemands, britanniques contre allemands, etc. Et les résultats, c'était l'inverse de ce que Marx a dit. Les prolétaires du monde se sont entretués. Ils sont entretués ici, sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Et nous sommes ici à Langemark, où il y a un cimetière allemand, où reposent dans une seule fosse commune 25 000 Allemands, venus de partout en Allemagne, surtout des paysans, des ouvriers, dont les noms se trouvent inscrits ici. 25 000 morts dans une seule fosse commune, à Langemark. Autre aspect, le labeur constant auquel on veut soumettre le peuple. Et là, il y a un aspect économique que Paul Del Perugia avait mis en valeur dans son Louis XV, à savoir la rencontre entre ce discours anthropologique tenu dans les salons et puis d'autre part les intérêts concrets puissants, oui, bien sûr, des possesseurs de plantations aux Antilles ou des tout premiers industriels de la révolution industrielle commençante. Oui, et puis tout simplement des maîtres de domaine faisant travailler des paysans comme c'était le cas de Voltaire. Donc il y a le travail là est, comment dire, ce thème est à double face. Plus l'homme travaille, moins il est dangereux. Je cite là le propos d'un législateur sous le consulat. Plus l'homme travaille, moins il est dangereux. Cette considération n'échappera pas à la sagesse du gouvernement. Plus l'homme travaille, moins il est dangereux. Ça, évidemment, c'est une idée de Voltaire. Et Voltaire insiste sur l'idée que les gens doivent travailler et travailler constamment pour ne pas avoir le temps de se poser des questions. Et quand ça s'arrête, eh bien, ils sont trop fatigués pour faire autre chose que dormir et se préparer à travailler à nouveau demain. D'où d'ailleurs le combat de Voltaire contre les fêtes chômées, les fêtes chômées qui étaient effectivement peut-être un peu nombreuses sous l'Ancien Régime. Enfin, je voudrais choquer personne, mais elles étaient effectivement très nombreuses. Voltaire a mené un combat très fort contre cela, parce qu'il fallait pas que le peuple s'arrête de travailler. Et puis l'autre face, et Voltaire lui-même est une bonne incarnation de ce diptyque. C'est que c'est rentable pour les gens qui font travailler les autres que le travail soit soutenu, abondant et le moins possible interrompu. Et Voltaire le dit très clairement un certain nombre de fois. Alors il y a un thème que vous abordez également à propos de ce mépris du peuple, c'est la question de la conscription. Ce peuple qu'on méprise, finalement, on lui fait beaucoup d'honneur en l'envoyant sur les champs de bataille et on peut s'en servir comme chair à canon, qui ne vaut guère mieux, peut-être même moins que les chevaux que l'on envoie dans le même but. Alors ça c'est l'aboutissement révolutionnaire. La vision des masses d'hommes comme chair à canon est tout à fait en harmonie avec l'anthropologie matérialiste des Lumières, telle que nous parlions tout à l'heure, et sous-humanisante des Lumières, parce que ce qu'on fait tuer n'a pas une si grande importance, et puis il
y a la vision, une vision utilitariste de cette masse qui est disponible. Alors j'ai dit chair à canon, l'expression ne va apparaître qu'à la fin de la période, en 1814. Nous la devons à Chateaubriand. Elle dit remarquablement ce qu'elle veut dire, mais l'idée est très présente, évidemment, dès la Révolution, avec sa levée en masse générale, et puis ensuite la conscription obligatoire, qui permettra à Napoléon, lui-même très imprégné de cette anthropologie des Lumières, de briller dans certains types de compétitions sur les chats à travers l'Europe. Grand consommateur de conscrits, de petites espèces, comme il lui arrive de dire. Il lui arrive de dire, oui, notamment le soir des lots. Pour se consoler, je crois pas que ça soit le soir des lots, je ne sais plus exactement que cette expression-là vienne spécialement, mais à l'issue d'une bataille spécialement coûteuse en hommes, il retournait des pieds quelques cadavres en disant c'est de la petite espèce pour se consoler. Oui. Alors il est intéressant de mettre en parallèle ce comportement et ce propos avec un autre propos tenu finalement à peine 60 ans plus tôt par Louis XV le soir de la bataille de Fontenoy, douchant l'enthousiasme du dauphin devant les pertes anglaises et lui faisant la leçon en lui disant « Vous voyez mon fils ce qu'il en coûte de gagner une bataille et rappelez-vous que le sang de nos ennemis est avant tout le sang d'hommes et que la vraie gloire est de savoir l'épargner. » Bref, la guerre économique débouche sur la guerre tout court et le tout est emballé dans une propagande sophistiquée pour vendre cette guerre à l'opinion. Parmi les principes de propagande de guerre, il en est un qui est extrêmement important, c'est qu'il faut démoniser l'autre camp, et pas l'ensemble de l'autre camp. Plus personnellement, le chef adverse, le leader adverse doit être démonisé. Alors pendant la Première Guerre mondiale, de notre côté, c'est le Kaiser. C'est donc Guillaume II qui a été démonisé, qui a été considéré comme étant l'origine de tout le conflit. Et donc, contre lui, il y a des caricatures, on chante des chansons disant qu'on va aller lui couper les moustaches, etc. Or, ce personnage, avant la guerre, il était très fréquentable. En fait, il est cousin non seulement avec le tsar de Russie, mais aussi avec le roi d'Angleterre. N'importe quelle guerre est l'occasion d'atrocités. Mais dans la propagande de guerre, on ne va jamais parler des atrocités faites par notre camp, mais des atrocités faites par l'autre camp uniquement. Et on va considérer que c'est une tactique de l'autre camp d'avancer dans le sang et l'horreur, tandis que nos soldats, nous allons les présenter comme des soldats humanitaires, des soldats qui sont aimés par la population civile, qui va les recevoir comme des libérateurs. Et cette image est vraie pour notre camp, est vraie pour l'autre camp évidemment. Et donc, par exemple, les Allemands, pendant la guerre de 14, se présentent comme les amis de la population civile. De l'autre côté, les Belges et puis les Alliés en général ont fait courir le bruit que les Allemands coupaient les mains de tous les bébés belges. Ça a joué un rôle important, d'une part, dans la fuite de la population civile. Devant une telle horreur, les gens s'exilent et on va avoir 1 300 000 Belges qui prendront la route de l'exil. Et d'autre part, ça aura un rôle très important dans la propagande alliée. Cette histoire des bébés belges, des atrocités allemandes, va servir vraiment de fonds de commerce pour les propagandistes belges, qui sont notamment socialistes, pensons à Jules Destrée, à Van der Velde, qui vont essayer de rallier à la cause de la guerre les Italiens, et spécialement le Parti socialiste italien, qui était resté pacifiste. Et cette propagande belge et alliée servira aussi pour amener les États-Unis à entrer dans la guerre en protestation contre ces atrocités. Le rôle de l'Église en Belgique a été assez important pour soutenir le patriotisme. C'est-à-dire que si on doit retenir 2 grandes figures du patriotisme en Belgique, il y a le roi Albert et le cardinal Mercier. Et donc il va, à Noël 1914, diffuser une lettre
pastorale qui s'appelle « Patriotisme et endurance », dans laquelle il exhorte les Belges à résister à l'Allemagne. Et il prétend aussi que le soldat belge est assuré, dans l'au-delà, d'avoir le salut et que le Christ lui tresse déjà des couronnes de laurier. Des croix associées à des glaives, on en trouve presque partout dans ces cimetières de guerre. Et l'Église, à l'époque, joue vraiment un rôle très négatif en justifiant la guerre comme voulu par Dieu. Mais c'est toute l'époque qui baigne dans cette ambiance de propagande militariste, de culte de la guerre en fait. Par exemple, le chef de l'état-major allemand, Helmut von Moltke, écrit, je cite, « La paix éternelle est un rêve et ce n'est même pas un beau rêve. La guerre est une partie indispensable de l'univers créé par Dieu. Et dans la guerre, on retrouve les plus nobles aspirations de l'homme. » Ou alors, le célèbre sociologue allemand Max Weber considère, lui, la guerre comme « groß und wunderbar », grandiose et magnifique. Mais de l'autre côté aussi, on a Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle, qui décrit les Allemands comme une race de moindre valeur et pas vraiment des êtres humains, mais des animaux, animals. Les Français étiquettent les Allemands comme étant les Boches. En Allemagne, on parle des Français bâtards ou des peuples slaves inférieurs. Et toute cette propagande des races inférieures, c'est exactement ce que Hitler va reprendre quelques années plus tard. Ça vaut la peine de citer Winston Churchill dans ce contexte ici. Quand la guerre s'éclata en 1914, il était très heureux. Il a dit que la guerre était une affaire glorieuse et délicieuse. Et déjà auparavant, il s'était fait connaître comme quelqu'un qui admirait la guerre, qui trouvait la guerre une activité, comme il disait, normale, spontanée de l'homme, ainsi que le jardinage. Eh bien, voilà le genre de jardin que Churchill aurait bien aimé. Les généraux français affichent fièrement leur nom sur les monuments des champs de bataille, alors que leur seul exploit, ça a été en fait d'envoyer des milliers et des milliers de soldats à la boucherie, à la mort, et qu'eux-mêmes restaient bien. C'est que tous ces soldats ici qui sont morts pas parce qu'il y avait une agression et qu'il fallait se défendre, mais sont morts pour savoir laquelle des grandes puissances allait dominer le monde et contrôler ses richesses. Pour la guerre de 14-18, il est évident que chaque camp a des objectifs géostratégiques. Par exemple, la France compte bien récupérer l'Alsace et la Lorraine qu'elle a perdues lors de la guerre franco-prussienne précédente de 1870. Mais on ne va jamais parler de ça, évidemment. On ne va pas dire on va aller mourir pour avoir une colonie, on va aller mourir pour le bassin sidérurgique lorrain. Non, on va mourir pour de belles idées. On va dire que l'autre est un militariste, nous pas, évidemment. On va dire qu'on veut apporter la démocratie au monde, même si la soi-disant démocratie, ce sont nos alliés, le tsar de Russie. Et d'autre part, on a aussi l'idée qu'on va entrer dans la guerre pour beaucoup de pays à l'appel d'un petit peuple qui crie au secours. Et ce petit peuple qui crie au secours, ce sont les Belges à ce moment-là. Et donc, ce sont ces éléments-là qui seront mis en valeur. On meurt pour la liberté, pour la démocratie, contre le militarisme, etc. Un vote est un vote, non? Ah, tu trouves. Louane! Louane! Oh, sacré nom de Dieu! Louane! Seigneur,
Mais qu'est-ce que vous foutez là, derrière? Je prépare votre dîner. dîner. Vous entendez cette cloche, vous ramenez votre cul ici, vous comprenez ça? Oui, monsieur. Vous avez besoin de quelque chose? Je veux que vous disiez à M. Thompson ce que vous pensez de la Société des Nations. Je vous demande pardon? Dites à M. Thompson ce que vous pensez de la Société des Nations. La grosse réunion de la semaine dernière, hein, à Paris. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Eh ben, qu'est-ce que vous dites de la loi Harry-Day? La loi Harry-Day? Harry-Day, qui autorise les banques à conduire des opérations via des filiales. Désolé, Commodore. Moi, je connais rien à toutes ces questions. C'est évident. Elle vide mon seau de pisse. C'est ça ton vote des femmes. Berlin. Novembre 1884. Palais du chancelier à Bismarck. Une conférence internationale est organisée, sous le nom de Conférence de Berlin. Aujourd'hui, cette conférence est oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif était de se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Deux conceptions s'opposent. D'un côté, Bismarck entend garantir la liberté de navigation et de commerce dans toute la zone. De l'autre, le Portugal, soutenu par le président du Conseil français Jules Ferry, conçoit les colonies comme un monopole commercial détenu par la métropole. Les discussions ont duré jusqu'en février 1885. Aucun Africain n'y sera convié, mais les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront des frontières. L'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est précisément le baron de Courcelles qui a convaincu Jules Ferry de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Edward Mallet, dont le rôle a été décisif, 2 ans plus tôt, dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre, aux dépens de la France. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Berlin a lieu à un moment où l'Occident, les puissances occidentales ont beaucoup de mal à percevoir en l'Afrique quelque civilisation que ce soit. Les plénipotentiaires qui siègent à Berlin sont inconscients. Ils sont inconscients et ignorants. Ils se croient bien informés sur une situation qui leur échappe totalement. D'abord, les populations africaines ont leur culture, leur civilisation, leur manière d'être. Et ce n'était pas tellement évident que les questions qu'ils considéraient à leur niveau comme étant les plus importantes étaient celles qui préoccupaient les Africains à ce moment. Ils ont transposé sur les Africains leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs problèmes. Après plusieurs réunions techniques, un tracé définitif du territoire offert au libre commerce est enfin proposé. C'est justement le délégué belge qui est chargé de l'exposer. Le territoire offert au libre commerce sera délimité par les crêtes du Nil au nord, du lac Tanganyika à l'est, du Zambèze et de la Lodgé au sud. Pour la première fois, les Occidentaux s'offrent au cœur de l'Afrique un territoire à exploiter, tracé à la règle et au cordeau, au milieu des peuples, sans même savoir ce qu'ils recèlent. Notre question centrale, généralement associée à Berlin, c'est celle de l'esclavage.
et dont le projet colonial est constamment en train de négocier des tas de contradictions. Mais les colons, ils sont coincés. Parce que d'un côté, ils disent qu'ils veulent mettre fin à l'esclavage. Et donc, ils ne peuvent pas reproduire l'esclavage. De l'autre côté, ils ont très peur du travail libre. Et donc, ils adoptent une solution intermédiaire qu'est le travail forcé. Un travail qui n'est pas payé, qui n'est pas rémunéré, alors que l'on n'est pas esclave. On comprendrait si on était des esclaves. Et donc, le travail forcé, il a servi à une ou deux choses, il faut le dire. À construire des routes, des voies ferrées, des ports. Mais au fond, on aurait pu construire ces voies ferrées et ces ports à partir d'un travail libre. Le problème, c'est que on voulait faire une colonisation qui ne coûta pas cher. Alors il faut bien dire qu'avant Berlin, les frontières existaient dans l'Afrique précoloniale. Mais il faut préciser tout de suite que ces frontières précoloniales avaient très peu à voir avec l'idée, disons, moderne de la frontière, qui est au fond une invention récente, d'une part parce que la frontière ne constituait jamais une limite infranchissable. La frontière était en général une zone de négociation et de marchandage. Elle était en fait un espace de mixité et de rencontre, et jamais une ligne de séparation. L'institution frontalière avait pour fonction principale de tisser des liens. Moi, je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus pougne et nettement moins glamour. Donc, l'Organisation des Nations Unies, genèse et mode d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on vous a appris au collège et au lycée et que vous avez peut-être encore retenu d'instruction civique? C'est le comment ça marche, c'est le quand est-ce qu'on a fait ça, et globalement, qui est Kofi Annan, Ban Ki-moon et compagnie. Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre en 10 minutes, c'est pourquoi ça s'est fait et comment ça s'est fait au fil des siècles. Parce que c'est pas une idée qui est apparue d'un claquement de doigts, c'est pas non plus la Société des Nations à la sortie de la Seconde Guerre mondiale qui s'est faite d'un claquement de doigts, mais c'est des idées qui sont venues, qui au départ étaient utopistes et totalement marginalisées, et qui se sont imposées petit à petit pour faire en sorte qu'il y ait un véritable arbitrage entre les nations. Premier point. Et second point, c'est pour vous débarrasser de la vision française des choses. C'est cette magnifique citation du général de Gaulle. Ce machin qu'on appelle l'ONU, je ne sais pas si vous le savez, mais la France a pratiqué la politique de la chaise vide, c'est-à-dire à pas siéger à l'ONU pendant une petite dizaine d'années, tout simplement parce qu'elle trouvait que c'était de l'ingérence dans sa politique intérieure, notamment au niveau de la politique nucléaire, quand on faisait des tests dans le Sahara, ce genre de choses, ou alors de sa politique coloniale. Et en France, on a un sentiment vis-à-vis de la Société des Nations et de l'ONU, globalement péjoratif, en disant ça sert à rien, c'est bureaucratique. Il suffit de prendre l'exemple sur les printemps arabes, on n'a pas été très efficace au niveau de l'ONU, et en France, on n'a pas forcément une belle vision des choses. Il faut savoir que l'ONU, comme la Société des Nations, ça sait faire des choses aussi. Donc les toutes premières sociétés d'arbitrage entre les nations sont apparues à la fin du 19e. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, des trucs totalement utopistes, notamment la crise luxembourgeoise de 1867, ça vous parle pas du tout, c'est tout simplement Napoléon III qui voulait racheter le Luxembourg. Pas mal de tractations secrètes avec Bismarck, qui est chancelier de Prusse à l'époque, et avec le prince des Pays-Bas. On propose d'acheter le Luxembourg, refus, accepté, refusé, accepté, on ne sait pas trop. La guerre se prépare parce que les militaires sont au taquet. Et du coup, il y a l'opinion publique se soulève pour éviter la guerre, et on réussit à éviter la guerre grâce aux opinions publiques. À l'issue de cette crise luxembourgeoise, il y a une première ligue, la Ligue internationale et permanente pour la paix, qui est créée, complètement pipeau, mais le but du jeu, c'est de rassembler tous les utopistes pour faire en sorte que la paix puisse perdurer en Europe. Bon, 3 ans plus tard, guerre franco-prussienne, finalement on a remis ça 3 ans plus tard, la France a pris une dérouillée, et ça a entraîné la Seconde Guerre mondiale. Troisième exemple, la conférence de Berlin en 1885, c'est au sujet du partage de l'Afrique, entre autres. C'est la première fois où on évite de faire des tractations secrètes chacun dans son coin, et on se met tous ensemble autour d'une table pour décider ce qu'on va faire de l'Afrique. C'est pas forcément pour un objectif très louable, mais au moins on s'assied tous autour de la table et on discute. Bon, le seul problème, c'est que quelques années plus tard, Première Guerre mondiale, au tout début de la Première Guerre mondiale, on attend des pacifistes qui s'opposent à la guerre mondiale. Au premier rang des pacifistes,
Jean Jaurès, tous les socialistes français, socialistes allemands, bon, Jean Jaurès est assassiné, et au final, tout le monde se plonge dans la guerre avec le gouvernement d'union nationale. Mais, à ressortir de la guerre, les pacifistes sont toujours là. Et au premier rang des pacifistes, il y a le président américain, Thomas Woodrow Wilson, prix Nobel de la paix 1919, qui a la magnifique idée d'asseoir tout le monde à la table, mais de façon permanente, en créant ce qu'il appelle la Société des Nations. Donc, dans un célèbre discours au Congrès, il énonce 14 points pour régler la solution de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces 14 points, le premier, des traités de paix ouverts, auxquels on a librement abouti, après lesquels il n'y aura plus aucune espèce d'alliance internationale privée, mais une diplomatie franche et transparente. C'est la fin des petits cabinets à la Talleyrand, comme on connaissait au début du XIXe siècle. C'est aussi, selon lui, cette diplomatie fermée, faite de tractations secrètes et d'alliances secrètes, qui est la principale cause de la Première Guerre mondiale, entre la Triple Entente, la Triple Alliance. Bon, ça je vous apprends pas, c'est de l'histoire de seconde. Le dernier point, je vous ai juste mis le premier et le dernier point des 14 points de Wilson, c'est une association générale des nations doit être constituée sous des alliances spécifiques, je vous lis pas la suite, mais globalement c'est l'acte de naissance de la Société des Nations. Et à la conférence de paix de Paris, qui aura lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la première chose qu'on décide, c'est de créer la Société des Nations. La Société des Nations, je vous ai mis le logo, même la PO de Centrale pourrait faire mieux. Et cette petite citation de Benito Mussolini, la Société des Nations est très efficace quand les moineaux crient, mais plus du tout quand les aigles attaquent. Et globalement, c'est ce qui va résumer le principe de fonctionnement de la Société des Nations, c'est qu'on va être capable de régler des petits différends entre des petites nations, mais dès que c'est des gros pays qui attaquent, on n'est rien capable de faire. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a des États clés qui sont non membres. Par exemple, les États-Unis, même si c'est sous l'impulsion de leur président, n'ont jamais ratifié l'acte d'engagement de la Société des Nations. Donc en 1920, le Congrès américain a refusé l'entrée des États-Unis dans la Société des Nations. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles, signé par les vainqueurs, établit la facture. Quelles sont les conséquences des résolutions du traité ? L'Allemagne est déclarée responsable de la guerre et doit payer la totalité des réparations. La carte de l'Europe est redessinée. De nouveaux pays apparaissent, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie. La Pologne retrouve en partie ses frontières. L'Allemagne est coupée en 2 territoires séparés par le couloir du Danzig. Son armée est réduite à 100 000 hommes et ses colonies redistribuées. C'est une véritable humiliation pour le peuple allemand. Un nouvel ordre mondial apparaît, arbitré par la Société des Nations, qui a pour mission de garantir la paix et de développer la coopération entre les peuples. Mais le traité de Versailles inflige une trop lourde dette aux vaincus et porte en lui tous les germes d'un nouveau conflit. Merci beaucoup pour votre passage. Voici une situation qui confirme encore ce que nous discutons dans les vidéos précédentes, que les compagnies ou les organisations soi-disant humanitaires qui sont dans les territoires du peuple bantou ne sont point pour l'intérêt du peuple bantou. Ces organisations ne sont absolument pas ne sont pas pour les intérêts du peuple bantou. L'ONU n'est pas là-bas pour que le peuple bantou connaisse la paix. Parce que si nous connaissons la paix, il n'y a plus d'intérêt pour lesquels ils peuvent amener ces machines de guerre et venir en armes militaires, rester au Congo, en Centrafrique, Brazzaville, partout, sous prétexte de toutes ces guerres. Et bizarrement, ils sont là-bas. Moi, je vous le dis, les organisations humanitaires là n'ont pas d'intérêt à ce que nous soyons bien. Ils ne sont pas là pour épanouir, permettre à ce que nous puissions connaître le bonheur. Ils sont au contraire là-bas pour empêcher notre épanouissement, notre bonheur, pour ensorceler les vies de pauvres bantous. Donc c'est ça pour lequel, c'est leur objectif là-bas. Ils sont là-bas pour empêcher, ensorceler, attacher les vies de Bantous. Voici leur mission. Voici la mission première de l'ONU. Parce que si il y a la stabilité, s'il y a l'harmonie, s'il n'y a pas de division et de discorde, s'il n'y a pas de situation chaotique, eh ben, ils ne peuvent point être là-bas. Donc, jamais, 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 ils vont permettre à ce que ces pays soient stables parce que l'ONU est là-bas sous prétexte d'aider
pour aider les humains, mais ils ne sont point pour les humains. Pas plus tard que précédemment, nous avons discuté dans nos vidéos pour montrer que toutes ces organisations sataniques sont là pour ensorceler la vie des Bantous. Bien-aimés, pour vous donner une preuve, voici une voiture de l'ONU. Comme nous le disions toujours que ces organisations, avec leur voiture de l'ONU, Red Cross et tout ça là, la Croix-Rouge, toutes ces organisations, ayant ces tenues-là, ces uniformes de ces organisations, ayant ces voitures, ces chars, ces voitures militaires de ces organisations, ils peuvent facilement passer partout, leurs avions peuvent entrer, venir, n'importe qui peut venir sans visa au nom de soi-disant venir aider pour l'ONU, pour travailler pour l'ONU. C'est tout un désordre, un mal sans nom, un abus qui n'a jamais existé depuis que le temps est temps. Donc, un camion de l'ONU a fait l'accident, et quand le camion de l'ONU fait l'accident, bien aimé, à la plus grande surprise des sacs, les gens essayant d'aider les gens, donc ils ont ouvert parce que c'est militarisé, c'est militaire. Mais regardez ces sacs qui sont là, les sacs là sont avec des pierres précieuses du Congo. Le camion est tombé et regardez toute cette richesse qui était dans ces camions. Des richesses du peuple congolais, du peuple bantou, parce que ces nationalités, ce sont les nationalités de votre monde moderne, du peuple bantou, du peuple autochtone. Donc, les richesses même surtout de Tatanzambi. J'aimerais encore mieux dire ça. Bien aimé, donc vous voyez, le camion tombe et des sacs, des matières premières, des richesses qui coûtent excessivement cher. En essayant de regarder les sacs qui sont aussi tombés avec cette voiture militaire de l'ONU. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont ces sacs. Bien aimé, peuple bantou, l'ONU n'est pas là-bas pour aider les gens. Et nous l'avons déjà dit dans les vidéos précédentes, toutes ces zones où on dit guerre, c'est pour encercler et après voler les richesses, les mettre dans leur avion, les amener dans leur pays, s'épanouir sur la richesse d'un peuple. Mais le peuple est dans une souffrance sans nom. Voici le travail de l'ONU. C'est pour retarder, ensorceler, voler et même commettre les meurtres. Ce qu'ils appellent des populations. Bien aimés, voici l'accident qui prouve les dires qu'on dit. Voici des sacs avec la richesse de Tatanzambe qui sortent du sac de l'ONU. Mais bien aimé, toute vérité sortira. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Ce monde sera vu tel qu'il est. Voici comment les circonstances sont maintenant leur défaveur. Pendant des années, des années et des années, plus de 20 ans, ils sont dans ce pays-là. Avec leurs voitures militarisées, ils volent la richesse d'un peuple. Le peuple est dans la faim, la famine et la soif. Les Bantous, depuis plus de siècles, sont dans l'abus sans nom. Ils volent ces richesses et rien ne se passe. Mais comme nous sommes dans un temps où vraiment, véritablement, je pense que le Tout-Puissant ne voit plus toutes ces choses avec faveur, eh bien, il commence à dévoiler. La vérité de ce monde tel qu'elle est sera sortie. Et quand la vérité se voit, ça ne peut point saigner, mais bien aimé, regardez. Des sacs et des sacs, et vous savez que les matières premières, tout un sac, c'est énormément d'argent. Regardez les sacs des richesses d'un peuple qui est d'une voiture militarisée de l'ONU, qui est là-bas pour soi-disant aider, mais qui est là-bas pour dépouiller ce peuple et le garder dans une situation de famine, de pauvreté, pour qu'ils soient incapables de se battre, de se défendre eux-mêmes. Mais nous remercions Tatanzambe parce que nous sommes dans un temps critique. La vérité va sortir. Le peuple voit maintenant le vrai visage de l'ONU. Ils connaissent sa richesse, ils savent que les richesses sont souvent chez eux mises dans le sac. Donc, ils voient la vérité. Et là, la vérité est là. Ce camion blindé est là pour protéger les richesses, ces zones qui sont encerclées. Comme je vous l'avais déjà dit un jour, je vais vous mettre la vidéo en bas. Peut-être, je vous ai déjà dit un jour que les zones là, ils encerclent, ils prennent les richesses, après ils mettent ça dans leur avion, ça part. Ils ne doivent aucune explication. Voici leur travail. Ensorceler la vie d'un peuple. Mais les choses commencent à sortir. Je pense que véritablement,
Il faut que le peuple bantou soit conscient qu'il ne peut compter en personne, à part Tata Nzambe. À part Tata Nzambe, chacun vraiment, chaque bantou doit savoir cela. Que le seul recours dans une telle situation, avec de telles richesses, il n'y a que Tata Nzambe. Mes bien-aimés, merci beaucoup pour votre passage. Thank you very much. I'm Christopher Ronneberg with the Norwegian newspaper Aftenposten. A question for, or two questions for Ms. Bartlett here. As a journalist, I'm sure you can appreciate getting other impressions than empirical impressions from the ground. When you talk about the Syrian people and what the Syrian people want, how can you quantify that? Do you have any independent surveys where you can actually document that? And secondly, you talk about the corporate media, the Western media, the lies, and all of this. Could you explain what you think might be the agenda from us in the Western media, and why we should lie, why the international organizations on the ground should lie, why we shouldn't believe all these absolutely documentable facts that we see from the ground, these hospitals being bombed, these civilians who are talking about the atrocities that they have been experiencing. How can you justify calling all of us liars? Sure. Thank you. I mean, there are certainly honest journalists amongst the very compromised establishment media. Let's start with your second question. So, international organizations on the ground. Tell me which ones are on the ground in Eastern Aleppo. Yeah, okay, I'll tell you, there are none. There are none. These organizations are relying on the Syrian Observatory for Human Rights, which is based in Coventry, UK, and which is one man. They're relying on compromised groups like the White Helmets, which, let's talk about the White Helmets. The White Helmets were founded in 2013 by a British ex-military officer. They have been funded to the tune of $100 million by the US, UK, and Europe, and other states. They purport to be rescuing civilians in Eastern Aleppo and Idlib, yet no one in Eastern Aleppo has heard of them. And I say no one, bearing in mind that now 95% of these areas of Eastern Aleppo are liberated. The White Helmets purport to be neutral, yet they can be found carrying guns and standing on the dead bodies of Syrian soldiers. And their video footage actually contains children that have been recycled in different reports. So you can find a girl named Aya who turns up in a report in month, say, August, and she turns up in the next month in 2 different locations. So they are not credible. The SOHR is not credible. Unnamed activists are not credible. Once or twice, maybe, but every time, not credible. So your sources on the ground, you don't have them. As for your agenda, not your, but the agenda of some corporate media, it is the agenda of regime change. How can the New York Times, I was reading it this morning, or how can Democracy Now!, which I was reading the other day, maintain until this day that this is a civil war in Syria? How can they maintain until this day that that the protests were unarmed and nonviolent until, say, 2012? That is absolutely not true. How can they maintain that the Syrian government is attacking civilians in Aleppo when every person that's coming out of these areas occupied by terrorists is saying the opposite? Est-ce que vous vous rappelez de Les Wall? Je ne peux pas travailler pour une chaîne financée par le gouvernement russe qui couvre les agissements de Poutine. Je suis fière d'être américaine et je suis pour propager la vérité. Et c'est pourquoi, après cette retransmission, je dépose ma démission. Mais juste après avoir déclamé sa démission en direct, ce selfie avec James Kirchik, journaliste néoconservateur et activiste, est apparu. Cela a conduit à une enquête dont les résultats démontrent que la démission a été organisée en avance. Il s'est avéré que Kirchik a tweeté l'information sur la démission de Liz Wall avant qu'elle ne survienne. Suivez RT, quelque chose d'énorme va se passer tout à l'heure. Et c'est comme ça que la désormais experte sur les questions russes Liz Wall a obtenu ses 5 minutes de gloire. J'ai dû gribouiller quelques mots quelque part dans les toilettes ce jour-là, quand la couverture de l'Ukraine était c'était une vraie propagande. Quand j'ai travaillé, je ne parlais pas à Vladimir Poutine tous les jours, il ne me disait pas ce qu'il fallait dire exactement. Qui est cette personne qui vous parlait et que nous ne voyons pas? Est-ce que c'est cet homme torse nu avec un pantalon camel disant « Il est bon, il est bon » À quoi ressemblent vos collègues?
Ils sont américains. Alors, où sont exactement ces Russes qui exercent cette pression sur vous? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que je fais en ce moment? Tout s'est passé très très vite. Je vis un jour le jour. Avez-vous reçu des propositions de travail? Tout s'est passé très très vite. On verra. Est-ce que vous avez reçu des propositions? Qui vous a appelé? Je ne sais pas. À vrai dire, je m'attendais pas à cette tempête de controverses. Je sais, mais est-ce que quelqu'un vous a appelé en disant « Nous aimons ce que vous faites, nous voulons vous parler » Je ne sais pas. Mais revenons aux tentatives d'aujourd'hui qui consistent à prouver que Arte représente une menace sans aucun fait ni statistique ni exemple. Et voilà pourquoi les détracteurs de la Russie se réunissent. Russia Today est diffusé en anglais. Est-ce que nous avons un équivalent en russe? L'idée consiste à dépenser de l'argent pour contrer la soi-disant propagande russe. Et il existe un instrument pour ça. Le Broadcasting Board of Governors, ou BBG, l'organisation derrière le projet de guerre froide entre les médias, financé exclusivement par le gouvernement américain. Au passage, c'est exactement ce pourquoi nous sommes critiqués aujourd'hui. Le secrétaire d'État John Kerry fait partie de ses membres. Le budget de cette année atteint 721 millions de dollars et l'année prochaine, la BBG en recevra même encore plus. Pour faire quoi? Pour faire plus de vidéos comme celle-ci. La corruption est une politique d'État en Russie. Ce n'est pas une petite bête dans le logiciel, c'est un attribut du pays. Ce n'est pas un virus qui menace le système, il est essentiel au système. Quant à moi, je crois qu'un homme exprimant ses propres pensées sans fournir aucune preuve ou exemple, c'est une mode. Ce n'est pas de la propagande, selon eux. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous en prie.